Bonjour et merci de nous rejoindre sur VOA Afrique. Depuis quelques années, de jeunes Africains essaient de trouver des alternatives aux réseaux sociaux connus et utilisés sur le continent africain, comme Facebook, Instagram et bien d'autres. Des initiatives qui se veulent 100% africaines, Made in Africa, ont fleuri à travers le continent africain. L'objectif est non seulement de promouvoir les talents africains, mais aussi de contrôler les données produites sur le continent et de ne plus être sous le joug des conditions d'utilisation de ces applications dont la plupart souscrivent sans réellement comprendre de quoi il est question parce que souvent n'ayant pas le choix. Les initiatives existent, mais est-ce que les utilisateurs africains y adhèrent? Dans cette interview croisée, trois fondateurs de trois plateformes digitales vont nous faire part de l'évolution de leurs projets, des succès, mais aussi des défis. Sans plus tarder, nous accueillons Alain Nkambi, fondateur de Dicalo, une plateforme numérique où les Africains peuvent se connecter et tisser des liens. Il nous rejoint de Douala au Cameroun. Bonjour et bienvenue Alain. Bonjour, merci de me recevoir, c'est très gentil, toujours un honneur de revenir. De Bamako au Mali, nous rejoint Mamadou Gouro Sidibé, fondateur de l'ENALI, un réseau social vocal qui met en exergue les langues locales africaines. Bonjour Mamadou. Bonjour. Et nous avons de Wolfsburg en Allemagne, Valère Tanke Chapda, fondateur de Anjos, une plateforme de messagerie dotée de nombreuses fonctionnalités innovantes que vous allez découvrir au cours de cet entretien. Bienvenue à vous tous. D'abord, est-ce qu'on peut connaître un peu plus vos différentes plateformes? On commence par vous, Alain Nkambi. Qu'est-ce que c'est Dicalo? Alors, Dicalo est né d'un besoin de donner à l'Afrique une plateforme de communication, on va dire un réseau social. On s'est rendu compte à l'époque quand nous avons commencé que 99% de notre communication se passe sur des plateformes étrangères, c'est-à-dire la manière qu'on consomme l'information, comment on la produit, comment on s'informe, comment on communique avec nos propres frères viennent de l'étranger. Donc on s'est dit ce n'est pas normal. Un continent aussi grand que l'Afrique, 500 millions d'internautes, tendance montante, on sera à 1 milliard bientôt. Il était inadmissible pour nous que nos seuls moyens de communication soient des plateformes étrangères. Et c'est de là qu'est née l'idée de Dicalo. Donc un réseau social ne fait pas des Africains pour les Africains, mais dans le sens de donner aussi des services qui sont adaptés à notre contexte social sans attendre que les Occidentaux le fassent pour nous. L'ENALI de Bamako au Mali, qu'est-ce que c'est l'ENALI, Dr Sidibé? Bonjour encore. Donc l'ENALI, c'est un réseau social vocal, mais à langue locale africaine. Donc l'idée, c'était de donner la possibilité à tout être chacun, instruit ou non, de pouvoir accéder aux services numériques. Parce qu'aujourd'hui, on pense que le problème de l'inaccessibilité au numérique est avant tout un problème de connectivité et de coût de l'Internet. Ben non, c'est un problème avant tout d'alphabétisation. D'accord? Par exemple, au Mali, plus de 70% des femmes, par exemple, ne savent pas lire et écrire. Et c'est pas beaucoup mieux dans la sous-région. En moyenne, pour la population, c'est 39%. Donc, comment on va mieux utiliser les services numériques sans tenir compte des langues locales africaines? Donc, l'ENALI brise ce mur de l'inaccessibilité de beaucoup de personnes, de donner la possibilité d'utiliser des services avec des contenus adaptés aux réalités locales. Et on termine le tour avec Anjos, Valère Chapda. Anjos. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les données, c'est quelque chose de très important et chaque continent essaye de se battre en fait pour avoir en sa possession les données de ses concitoyens. C'est très important de contrôler tout cela et il y a plusieurs applications, plusieurs réseaux sociaux ouverts comme des applications de messagerie qui sont des réseaux sociaux fermés qui existent à cet effet dans différents continents. Et il était important pour nous donc de développer Anjos en Afrique qui est une application de messagerie instantanée et qui met aussi beaucoup d'accent sur la protection des données, sur la confidentialité des utilisateurs. Donc, on l'a développé et aujourd'hui, voilà, c'est assez utilisé dans plusieurs pays en Afrique. Donc, voilà. Et à côté de la messagerie, nous avons couplé une fonctionnalité de transfert d'argent. Donc, voilà, c'est quelque chose qui touche beaucoup plus un contexte africain. On a pensé aussi à cela. En termes de chiffres, on va faire un petit tour de table pour nous parler des nombres d'utilisateurs de vos différentes plateformes. D'abord vous, Alain Nkambi, Dicalo, combien d'Africains ou d'utilisateurs de par le monde utilisent aujourd'hui Dicalo? Alors, Dicalo aujourd'hui, c'est aux alentours de 2 millions de personnes qui sont inscrites, environ 1,5 million qui se connectent chaque jour. Donc, ça grandit, mais il y a encore beaucoup à faire quand on compare ça aux autres plateformes. Nous ne sommes juste même pas encore à 1% de ce qui est possible. Par rapport à vos débuts, ça a augmenté,
le nombre a réduit? Oui, non, les débuts étaient un peu difficiles, mais on va dire la dernière année a quand même eu un boom. On voit aussi ce qui se passe dans le monde, dont les Africains sont de plus en plus conscients que voilà, on ne peut pas toujours consommer, on ne peut pas toujours consommer ce qui vient d'ailleurs. Il nous faut aussi nos propres plateformes. Donc, on va dire depuis un an environ, ça boom un peu. Il y a une longue période de disette qu'on a eu où les gens n'étaient pas conscients du tout de ce que nous faisons. Ils disaient, mais il existe déjà telle plateforme, il existe déjà ça. Qu'est-ce que vous offrez de nouveau? Qu'est-ce que vous avez d'innovant? Mais de plus en plus, il y a 2 ans, un an comme ça, les Africains commencent de plus en plus à réaliser que maintenant, attention, on ne peut pas toujours être des consommateurs, on ne peut pas toujours attendre que les autres fassent des choses pour nous. Donc depuis un an, ça monte quand même et on espère que voilà, ça va continuer. Lenali, combien d'utilisateurs aujourd'hui? Aujourd'hui, nous comptons plus de 200 000 utilisateurs. Alors, c'est beaucoup, c'est moins parce que ici, c'était un complexe encore avec beaucoup de défis. Au fait, réunir tout ce qui est investisseurs ou autres, c'était un défi à relever. Il y a quelques années, comme vous dites, nous étions qu'à 10 000. Donc, si on arrive à 200 000, c'est beaucoup, mais on aurait souhaité quand même avoir beaucoup plus. Mais c'est que nous comptons quand même pouvoir y arriver. Valère, Ondios, nombre d'utilisateurs? Oui, alors nous sommes à près de 400 000 téléchargements dans tout le monde entier et beaucoup d'utilisateurs vraiment, surtout en Afrique, notamment au Cameroun, au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, où l'application est très appréciée et très, très utilisée. Je vais me mettre à la place d'un utilisateur lambda et ma question serait pourquoi je choisirais Dicalo, pourquoi je choisirais Ondios, pourquoi je choisirais Lenali au lieu d'utiliser les plateformes dites traditionnelles? Oui, ça c'est une question intéressante qui revient toujours, mais moi je pose toujours la question de savoir pourquoi pas, pourquoi je n'utiliserais pas nos propres plateformes. La question normalement ne devrait même pas se poser au 21e siècle ou en 2024. Alors l'idée de base, je pense que ça rejoint aussi mes deux autres, on va dire, collègues, hein, c'est que le tout, ce n'est pas juste d'avoir une plateforme où nous allons juste venir nous envoyer des photos, etc., etc. Ce n'est pas ça, mais c'est une fois que les gens sont connectés, quels sont les services qu'on peut leur offrir. Il y en a tellement en Afrique, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans l'éducation. Valère a parlé du transfert d'argent. Il y a beaucoup de choses qu'on peut encore faire dans le transfert d'argent, dans le transport, dans la santé. Il y a tellement de choses qu'on peut offrir. L'idée, c'est une fois qu'on a des gens sur une plateforme, les services. Il y a tellement de services qu'on peut offrir qui sont adaptés à notre contexte social sans attendre que les autres plateformes le fassent pour nous. Et nous, on a des idées autour de la lecture, autour de la santé, autour du transport, autour du transfert d'argent, autour du commerce. Donc voilà, l'idée vraiment, c'est d'offrir des services adaptés au contexte africain sans attendre que Facebook ou Instagram ou peut-être pas moi les autres plateformes le fassent pour nous. Donc, vous proposez des services liés à ces différents points que vous venez de citer sur Dicalo? C'est-à-dire des services qui sont vraiment adaptés au contexte africain. C'est-à-dire, on a des réalités africaines où beaucoup d'Africains ne sont pas bancarisés, où l'accès à certains services ne fonctionne pas en Afrique du fait qu'on soit en Afrique, que ce soit dans la monétisation de contenu, que ce soit dans le transfert d'argent, que ce soit dans le commerce en ligne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce sens-là et il n'y a que nous-mêmes, Africains, qui pouvons résoudre ces problèmes-là. Donc, l'idée, vraiment, c'est d'offrir des services adaptés à notre contexte pour des gens qui veulent vendre en Afrique ou alors qui ont de la clientèle en Afrique, en fait. Parce que la plupart des plateformes occidentales n'ont pas été construites avec les Africains en tête. On est juste là comme ça par ricochet, mais il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas parce qu'on est en Afrique, en fait. Donc, nous, l'idée, c'est que dès qu'on a nos propres plateformes, offrir des services qui sont adaptés aux besoins des Africains sans attendre que les autres, les Occidentaux viennent le faire pour nous. Et des services, il y en a tellement, il y a tellement de choses à faire en Afrique que ce n'est pas vraiment le travail qui manque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement sur Dicalo? C'est ce que je veux savoir. Alors, on a actuellement, on est en train de lancer un service, par exemple, de vente de livres. On a constaté, par exemple, que les auteurs africains ont du mal à vendre leurs œuvres en ligne. C'est-à-dire, on a des plateformes qu'on connaît tous, mais ces plateformes, naturellement, supposent qu'on est bancarisé. C'est-à-dire qu'on a une carte de crédit. Beaucoup d'Africains n'ont pas encore accès à cela, mais ils ont accès, par exemple, au mobile money. Mais les plateformes occidentales ne supportent pas du mobile money du tout. Ou alors même les plateformes qui supportent le mobile money ne sont pas africaines, elles viennent toujours d'ailleurs. Donc mon service n'est pas normal. Donc en tant qu'auteur, par exemple, je peux vendre mon œuvre en ligne et me faire payer par des moyens adaptés à notre contexte social, par exemple. Ce qu'il y a aussi, c'est la monétisation de contenu. Beaucoup d'Africains créent du contenu incroyable sur les autres plateformes, mais ne peuvent pas les monétiser parce qu'ils vivent dans des pays où la monétisation n'est pas possible. Mais pourtant, c'est nous qui fournissons ces plateformes d'un contenu incroyable. Nous, avec Dicalo, par exemple, on veut permettre aux auteurs ou aux créateurs de contenu africains de pouvoir monétiser ou alors tourner leur audience en business avec des moyens de paiement qui sont adaptés une fois de plus à notre continent, c'est-à-dire mobile money,
ce genre de choses, ce qu'on ne peut pas faire sur les autres plateformes. Voilà. Ça, c'est les deux choses sur lesquelles nous nous concentrons sur le moment chez Dicalo en attendant d'offrir d'autres services dans le futur. Sans discrimination, j'ai eu à tester Dicalo il y a de cela quelques années et ce qui m'avait vraiment séduit sur votre plateforme, ce sont les emojis typiquement africains que vous proposez, des emojis qui reflètent des réalités africaines que vous proposez sur votre plateforme. Et également, vous avez laissé une partie consacrée aux bandes dessinées africaines qui sont promues sur cette plateforme. Ce sont certaines choses qui ont captivé mon attention quand j'ai testé Dicalo. Est-ce que ces services existent toujours aujourd'hui? Oui, bien sûr, bien sûr. Et on veut même les amener encore un peu plus. Justement, on parlait d'emojis, de stickers. Justement, les Africains, on a d'autres manières à nous de nous exprimer. On a des expressions africaines. On a beaucoup de choses qu'on ne retrouve malheureusement pas sur les autres plateformes ou alors qui sont diluées un peu sur les autres plateformes. Le fait d'avoir notre propre plateforme, c'est justement l'occasion de mettre ces choses en avant. On a parlé de lecture, justement, des livres. Jusqu'à présent, on avait des livres gratuits, c'est-à-dire les gens ne pouvaient pas vendre leurs livres, mais maintenant, on permet aussi aux auteurs de vendre les livres. Voilà, c'est exactement ça. Et ça, c'est des services qu'on va peaufiner dans le futur pour les améliorer et on espère offrir d'autres choses. Mais oui, les émoticônes sont toujours là. D'ailleurs, on va permettre aussi aux dessinateurs, c'est-à-dire les gens qui créent ces stickers-là, de pouvoir aussi les vendre, par exemple, ce qui n'existe pas aussi. C'est-à-dire ces auteurs-là, ils dessinent, ils prennent du temps de dessiner, mais ne peuvent malheureusement pas monétiser ça parce que les autres plateformes ne le permettent tout simplement pas. Nous, on va permettre aux artistes qui créent les stickers chez nous de pouvoir les vendre, par exemple, avec une fois de plus les moyens financiers adaptés au contexte africain. Lenali, vous mettez en avant les messageries vocales, mais surtout les langues locales. J'ai eu déjà à dire les chiffres, et j'ai dit c'est un peu comme ça en Afrique. Imaginez quand on reçoit des messages dans les langues qu'on ne maîtrise pas, c'est un problème. Nous, en plus des langues locales, nous avons aussi imaginé en réalité un mode de communication qui est adapté aux habitudes locales. C'est quoi? C'est les photos sonores. C'est-à-dire, nous avons été les premiers, aujourd'hui les seuls, à imaginer une photo. Donc, on prend et sur laquelle on appose un son, donc ce qui permettra de faire passer un message quel qu'il soit. Donc, ça peut être un message d'alphabétisation, de sensibilisation, d'éducation. Et c'est pour cela que dans l'ENALI, nous faisons plusieurs rubriques, que ce soit l'information, que ce soit la formation, que ce soit dans l'éducation, dans différents domaines. Donc, on n'est pas limité dans ce qu'on peut faire. Dans tous les cas, on a la possibilité de prendre une photo, d'apposer un son. Et ça, c'est important. Pourquoi? Donc, c'est des petits messages vocaux en photo sonore qui permettent d'envoyer une communication, surtout en zone rurale où la connectivité est encore très aléatoire. Parce que c'est pas toujours évident d'avoir un forfait Internet et qu'on peut utiliser à bon escient. La connectivité n'est toujours pas là. Donc, cette façon de faire permet de communiquer autrement. Deuxième chose. La troisième chose aussi, c'est le fait que nous disons que avec l'ENALI, nous avons imaginé cette façon de faire que aujourd'hui, regardez ce qu'on appelle aujourd'hui les vidéomans. Ils font des contenus de longue durée, mais des contenus très souvent qui peuvent heurter tel ou tel pouvoir public dans tel ou tel pays. Et ça fait qu'on ne connaît aucun vidéoman sur les réseaux sociaux classiques qui n'a pas eu au moins une fois sa page ou réduite au silence ou carrément supprimée. Et souvent, ils ont jusqu'à 1 million d'abonnés sur les autres réseaux sociaux et ils sont obligés de reprendre. Alors, nous disons que c'est une bonne raison de venir sur nos plateformes à nous, faites par nous, qui sont adaptées à nos réalités parce que nous connaissons mieux nos réalités. Et enfin, il y a aussi le fait que ces réseaux sociaux-là, si ça prend toute l'ampleur et qu'on lui donne, qui sera soutenu par les Africains, par le pouvoir, ça permettra de créer de l'emploi local pour beaucoup de jeunes parce que c'est le premier moyen de faire le commerce dans le monde, c'est la communication. Quand vous sortez dehors et que vous voulez juste acheter par exemple un fruit, une mangue pour le gars du Mali, il faut déjà sortir dehors et pour voir le vendeur de mangue pour communiquer. Donc la vente, le commerce commence d'abord par l'information, d'avoir que c'est là, ensuite par la communication directe, d'échanger avec la personne et par la confiance. Donc tout cela se réunit dans l'ENALI parce que nous avons déjà cette information est compréhensible dans les langues, la communication directe avec une messagerie chat intégrée et cette confiance parce que c'est sur la base de ces
propres contacts qu'on a la possibilité de faire cette communication. Voilà pourquoi des personnes partout dans le monde peuvent utiliser cette plateforme. D'ailleurs, j'ajoute que l'ENALI a été téléchargé dans 118 pays dans le monde. 118 pays. J'aime beaucoup la passion avec laquelle vous parlez de votre plateforme et je vois Alain Ekambi qui hochait la tête, qui acquiesçait à tout ce que vous disiez. Valère Tchebda, Ondios, qu'est-ce que vous proposez de différent pour que les clients, les utilisateurs adhèrent à votre plateforme? Alors, il y a 3 points que j'aimerais aborder concernant cette question. Le premier, c'est la confidentialité. Sur l'application de messagerie la plus utilisée aujourd'hui, que je ne vais pas nommer forcément, il y a un problème de confidentialité. Plusieurs personnes n'aimeraient pas que lorsqu'on se retrouve dans un groupe, que tous les membres de ce groupe, ou alors tous les membres du groupe en question, aient accès à notre numéro de téléphone. C'est ça la confidentialité. Sur OnJob, certes, on s'enregistre avec le numéro de téléphone, mais lorsqu'on se retrouve dans un groupe, tous les autres membres peuvent juste voir notre pseudonyme. Ceux qui ont notre numéro de téléphone, du moins ce qu'ils peuvent le voir, ce sont ceux-là qui avaient déjà notre numéro de téléphone à l'avance. Et c'est important, aujourd'hui, nous sommes dans une époque où on aimerait garder notre confidentialité, notre côté privé, et on n'aimerait pas que forcément tout le monde puisse avoir notre numéro de téléphone. Et ça, c'est important. Donc, OnJob met un point d'honneur sur la confidentialité. Le deuxième point, c'est l'adaptation tout simplement de notre application de messagerie au contexte local. Je crois comme Alain le disait tout à l'heure quand il parlait des stickers et autres. Et chez nous, c'est dans le contexte du transfert d'argent en utilisant le mobile money. Je me suis rendu compte, je vais raconter une petite histoire. J'étais en train d'échanger avec mon grand frère, mon frère aîné qui est au Cameroun. Et là, il fallait qu'il fasse une transaction pour moi. C'était même pas cher. En fait, c'était juste 1000 francs. Il n'avait vraiment pas de temps pour le faire par mobile money et il devait faire la transaction chez une autre personne qui est chez un autre opérateur. C'est quelqu'un qui a un autre opérateur. Et la transaction, c'était, je crois, 1000 francs. Et ça devait lui coûter 3000 francs, 300 francs, autant pour moi. 300 francs à l'époque. C'est énorme comme somme. Transférer 1000 francs chez un autre opérateur et payer 300 francs. On s'est dit, ben, là, il y a quelque chose, en fait, à explorer. Et c'est ça qui a fait en sorte que nous puissions développer cette fonctionnalité qui permet à nos utilisateurs aujourd'hui de faire des transferts interopérables, voilà, interopérateurs, qui ont voilà, des différents comptes mobile money selon les opérateurs téléphoniques à moindre coût. Et aujourd'hui, si on veut faire un transfert pareil chez OnJob, on payera juste 15 francs en comparaison de ce qu'il avait payé à l'époque. Ça aussi, c'est très important. Un autre point pour le contexte africain encore, c'est, je vais dire ça comment, ça concerne les data. On sait qu'Internet est très cher en Afrique, dans beaucoup de pays, en tout cas, plusieurs pays quand même évoluent, les prix voilà, les prix diminuent, on va dire ça comme ça. Mais voilà, le pouvoir d'achat des citoyens africains ne sont pas forcément élevés. Du coup, Internet est cher, on va le dire, si on compare à d'autres pays en comparant avec le pouvoir d'achat. Et chez OnJob, chez nous, c'est important. Les utilisateurs, lorsqu'ils changent de téléphone et du coup, lorsqu'ils gardent le même compte, il est possible pour eux de retrouver toutes les photos, les vidéos et leurs données qu'ils avaient sur l'ancien téléphone. Pour nous, c'est important parce que chez d'autres opérateurs, on est obligé d'enregistrer les choses sur un cloud. Et lorsqu'on change de téléphone, je vais dire chez d'autres applications de messagerie, et lorsqu'on change de téléphone, on est obligé de télécharger toutes ces données. Sur ce cloud-là, ça peut être parfois des gigas et des gigas, et ça, c'est très compliqué pour des personnes peut-être qui veulent se connecter juste avec 100 francs ou 200 francs parfois par jour, histoire quand même de communiquer avec les autres. Des données qui sont dans l'application OnJob. Ce sont des données qu'ils avaient déjà échangées avec les personnes avec qui ils échangent au quotidien. Donc, ça concerne les données. Ça peut être des photos, ça peut être des images, ça peut être des vidéos, des messages. Tout ça, ils le retrouvent lorsqu'ils ont un nouveau téléphone et qu'ils réinstallent l'application et qu'ils gardent leur compte. Donc, du coup, ils doivent rentrer le numéro de téléphone. Alors, ils peuvent le retrouver et là, ça facilite parce qu'avec d'autres applications, on est obligé je vais dire ça comment, d'avoir déjà enregistré tout cela sur un cloud étranger et ensuite de retélécharger cela dans le téléphone pour que l'application reconnaisse tous ces anciens messages, toutes ces anciennes données et c'est des transferts de beaucoup de données et qui vont prendre énormément d'argent. Donc, tenant compte du contexte africain où des personnes n'ont pas forcément assez d'argent vu le pouvoir d'achat pour se permettre de dépenser autant de data Internet. Voilà, nous leur facilitons la tâche avec cela. Et aussi permettant de transférer même des données qui pèsent plusieurs gigas. Donc voilà, c'est possible de transférer des fichiers qui pèsent énormément.
Donc, je retiens que les initiatives que vous proposez, tous les trois, sont adaptées aux réalités africaines. C'est ce que vous mettez en avant, au-delà des langues locales, mais des réalités, des initiatives plutôt, qui répondent mieux au contexte africain. Mais la question est, pourquoi vous n'atteignez pas vos objectifs? Pourquoi les utilisateurs africains n'adhèrent pas à nombre à ces différentes plateformes? Quels sont les freins, Alain Ekambi? Alors, pour nous, la première difficulté, elle a d'abord été humaine. Je pense peut-être que je parle aussi pour les autres, mais dans le cas de Dicalo, la difficulté, elle est humaine parce que nous n'avons pas cette notion de construire les choses, de partir à partir de zéro, parce que les autres plateformes, on ne va pas se mentir, sont un peu plus avancées, elles ont aussi un peu plus d'argent, c'est des grandes entreprises, c'est des multinationales, souvent avec 10 000, 5 000 ingénieurs. Donc, du coup, ce n'est pas aussi évident de concurrencer avec eux. Donc, à la fin de la journée, les Africains arrivent, c'est d'abord des utilisateurs. Donc, implicitement, ils comparent, ils se disent, voilà, j'étais sur telle ou telle autre plateforme, chez vous, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc, du coup, il n'y a pas souvent cette patience-là d'aider la plateforme à grandir. Parce que historiquement aussi, nous, les Africains, quand on arrive sur des plateformes, on arrive plus quand c'est en phase de croissance. On n'est pas là vraiment quand ces plateformes naissent. Donc, on se dit qu'elles ont toujours été comme ça, que ça a toujours fonctionné comme ça, en fait. Alors qu'il y a une phase de naissance où ces plateformes n'étaient pas aussi à la hauteur. Sauf que les autres avaient un public qui est un peu plus patient. Donc, quand nous, on découvre ces plateformes, elles sont déjà assez solides, assez stables. Et on se dit, elles sont comme ça. Donc, on n'a pas la patience d'attendre. Donc, la difficulté pour nous a été humaine parce que les gens implicitement vont nous comparer aux autres plateformes. Ils vont dire, bon, moi, j'étais là-bas, ça marche quand même assez bien, c'est rapide, c'est disponible sur toutes les plateformes. Quand j'arrive chez vous, il n'y a pas mon cousin, il n'y a pas ma tante. Donc, du coup, il n'y a pas cette patience-là. Ça, c'était vraiment la plus grande difficulté. La deuxième difficulté naturelle aussi financière, c'est-à-dire les gens qui financent ce genre de projet ne courent pas les rues. Donc, si quelqu'un dit j'ai envie de faire un réseau social au Mali ou au Congo ou au Sénégal, il ne va pas forcément trouver les premiers investisseurs comparé à d'autres sites. Donc, il y a aussi ça. Donc, on est obligé de jongler un peu entre guillemets à gauche, à droite pour trouver les financements pour faire sa plateforme. Voilà, ça, c'est les deux problèmes que nous, on a affrontés, mais je pense aussi que mes autres amis vont confirmer cela. La première difficulté, elle est humaine, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait même cela? La vision derrière les gens, ils ne comprennent pas vraiment, ils sont impatients, ils ne nous donnent pas le temps de grandir, de faire des erreurs, ils veulent tout de suite, donc du coup, ça met pas mal de pression. Mais on va contre des entreprises qui sont un peu plus grandes, qui ont un peu plus d'argent. Donc, quand tu as une petite start-up en Afrique, tu n'as pas les mêmes moyens que les autres, donc concurrencer est souvent difficile. Voilà. On peut dire, pour nous, c'est les deux grandes difficultés qu'on a rencontrées en faisant Dicalo. Lénali, qu'en est-il de votre plateforme? Est-ce que vous partagez les mêmes difficultés qu'Alain vient d'évoquer? Oui, et je partage tout à fait, totalement. Je vais même en rajouter d'autres. En fait, à la base aussi, j'ajouterai à ce qu'il a dit, donc que je confirme, le fait que nous sommes ce qu'on appelle des startups. Bon, je suis également président de la fêtière des startups du Mali, Mali Startup, et nous avons connu ces dernières années tous les problèmes qui sont inhérents aux startups et en particulier à ceux qui font des réseaux sociaux. Le premier problème d'une startup, ça, c'est le cadre réglementaire et fiscal. Déjà, dans nos pays, ce cadre réglementaire et fiscal ne tient pas compte de ce genre d'entreprises-là qui ont besoin, qui sont généralement des geeks et pas forcément des entrepreneurs aguerris au début et qui ont besoin d'être accompagnés et qui ont besoin, quand ils ont même trouvé un peu d'argent, de ne pas que ça soit dans tel ou tel autre cadre, mais que ça soit vraiment dans l'équipe, dans le matériel et dans la formation. Donc, le cadre réglementaire et fiscal. Deuxièmement, il y a le cadre, on va dire, du financement, le fonds d'amorçage. C'est-à-dire que toute start-up a besoin de l'argent pour faire cette partie des recherches et développement. Et d'ailleurs, le problème de ça, c'est que, il l'a dit, mon prédécesseur, c'est qu'il n'y a pas de fonds, des capitaux à risque qui courent les routes. Donc, du coup, toutes les startups au début, c'est ce qu'on appelle les love money, c'est-à-dire l'argent que nous-mêmes on a ou des gens qui vous aiment, qui vous donnent un peu d'argent et ça suffit pas. Après, tous les start-upers sont devenus plus ou moins des chasseurs de prix. Et donc, on peut comprendre parce qu'il n'y a pas personne qui est là pour mettre son argent dans ces projets de start-up-là. Ensuite, il y a aussi le fait que le cadre de la formation. Je l'ai déjà dit, et souvent, c'est des passionnés, c'est des geeks qui veulent bouger les choses, mais c'est pas forcément des gens qui connaissent le marché. Et donc, il faut les accompagner, d'abord managérialement, à gérer les équipes, à pouvoir gérer le budget, et à faire du marketing, et ensuite à maîtriser les langues étrangères, par exemple, comme l'anglais, et puis en connaître la chose mieux.
Et dernière chose, ça c'est le fait que l'appropriation aussi par les populations, il l'a déjà dit, ça c'est le consommation local. Tant que nous n'allons pas nous approprier de nos projets, ça ne va pas la faire. Andjas, on termine par vous. Oui, je pense que tout dépend aussi de l'environnement. Mes prédécesseurs ont déjà eu abordé quelques points très importants. L'environnement joue un grand rôle. Nous sommes dans un environnement où les fonds d'investissement ou alors ceux qui ont assez de moyens ne sont pas encore à jour pour ce qui concerne l'évolution des choses dans le domaine des startups, de la technologie, de la tech. Du coup, c'est un peu difficile pour eux de risquer, de risquer avec leurs fonds dans des startups qui sont en train d'évoluer, qui sont en train d'innover, vu qu'ils ne comprennent pas encore forcément voilà, les choses, comme par exemple aux États-Unis où beaucoup de startups ont beaucoup plus de facilité à lever les fonds. Je pense que les difficultés sont d'abord financières parce qu'il faut faire beaucoup de marketing, il ne faut pas qu'on se demande. Au-delà de dire que nous sommes une startup africaine, au-delà de dire que nous sommes une application de messagerie africaine, il y a le discours qui peut tenir compte de cela et qui peut faire des choses pour le contexte africain. Il faudrait aussi que beaucoup puissent connaître en fait notre solution. On peut avoir une très bonne solution, mais si beaucoup de personnes ne la connaissent pas, alors elle ne sera pas assez utilisée. Et pour que beaucoup de personnes puissent la connaître, il faut communiquer. Et pour communiquer, il faut des fonds. Si on veut des fonds, il faut lever des fonds. Du coup, les fonds d'investissement, déjà, il y en a pas assez en Afrique, mais pour le peu qu'il y en a, ou alors peut-être avec les autres soucis qui sont en Occident, parfois ils ne comprennent pas aussi le contexte chez nous. Du coup, c'est une difficulté. Donc jusqu'ici, nous avons fonctionné sur fonds propres pour arriver jusque-là, mais on croit qu'avec beaucoup plus de fonds, forcément, on fera connaître beaucoup plus l'application. Ça, c'est important. Et je pense que Alain a touché aussi d'autres points parlant du fait que voilà, il fallait déjà que les gens adhèrent aussi et comprennent que nous aussi, on peut créer parce que en fait, on va se dire, OK, telle application existe déjà, et pourquoi pas, et pourquoi est-ce que vous créez quelque chose à nouveau? Bah, parce que c'est important de créer, parce que c'est important soi-même d'avoir ces solutions, de ne pas juste utiliser celles des autres, et surtout, ne pas permettre que les solutions des autres puissent avoir le monopole sur notre marché. Le monopole, c'est très dangereux. Déjà, même lorsque quelqu'un qui est dans notre pays ou dans notre continent a le monopole, déjà, ça, c'est même pas bon. C'est bien qu'il y a la concurrence parce que ça permet d'avoir une diversité. La concurrence, c'est pas mauvaise du tout. Ça permet de nous améliorer, ça permet de proposer des solutions différentes parce que nous pouvons être des applications qui faisons la même chose, mais après, on peut avoir des spécificités qui, d'une façon ou d'une autre, aident encore les utilisateurs dans plusieurs domaines. Mais lorsque ce monopole est surtout détenu complètement par des étrangers, là encore, c'est pire. C'est même pas bon du tout, surtout dans un monde où les données sont ultra importantes et aujourd'hui, on sait ce qu'on peut faire avec les données. Donc, alors, c'est important. Donc, avec des finances, je pense qu'on pourra faire beaucoup mieux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons sorti la fonctionnalité des transferts d'argent parce que jusqu'ici, on n'a pas pu lever les fonds parce qu'on ne savait pas au début, par exemple. Avec une application de messagerie, à la base, tu ne gagnes pas d'argent. Et du coup, tu ne peux pas lever des fonds auprès des fonds d'investissement. Donc, pour nous, il fallait forcément sortir une fonctionnalité qui nous fait rentrer de l'argent et prouver que, OK, on peut faire de l'argent quand même avec cette fonctionnalité qu'on a rajoutée. Et après, on peut aller pour chercher les fonds et ensuite se faire connaître davantage et continuer à développer tout ce qu'on a développé et ajouter tout ce qu'on a ajouté pour le plaisir des utilisateurs dans le continent et même à l'extérieur parce que la communication aussi, ça concerne les Américains, les Européens et on doit s'utiliser d'ailleurs partout dans plus de 110 pays. Ce que j'aimerais saluer, c'est que vous tenez, malgré les difficultés que vous avez évoquées, vous tenez et vous êtes déterminé à continuer cette aventure. J'aimerais vous laisser quelques petites secondes avant de clore cet entretien, quelques petites secondes pour dire quelques mots, chacun de vous, pour inviter les utilisateurs à adhérer à votre plateforme. On commence par vous, Alain Ekambi. Oui, d'ailleurs, d'abord, je dirais merci, hein, merci à la plateforme de nous permettre de nous exprimer. C'est très gentil, ça nous aide beaucoup de faire connaître ce que nous faisons ici dehors parce qu'on a besoin d'exposure. Et aussi de dire à nos frères africains que voilà, on ne peut pas toujours consommer. On a besoin de produire nos propres choses. Construire soi-même est difficile, donc il y aura une période, entre guillemets, de médiocrité, entre guillemets, vraiment, mais qui est nécessaire pour que plus tard on puisse se tenir sur ses propres jambes. Les autres, ils n'ont pas fait de magie, ils ont commencé quelque part et puis ils ont grandi. On a aussi besoin de ça, on a besoin de cet espace de grandir, de faire des erreurs. Et on appelle juste nos frères à rejoindre nos plateformes, à nous aider à grandir. Peut-être qu'ensemble, on créera des solutions qui rendront l'Afrique fière. Oui, merci encore pour l'invitation. Et j'invite juste nos frères africains
à rejoindre Ondios, à rejoindre nos applications. Et merci déjà à tous nos frères camerounais, maliens, sénégalais, ivoiriens et beaucoup d'autres aussi qui sont très nombreux sur Ondios. C'est vraiment encourageant. C'est très, très encourageant. Nous avons eu beaucoup de soutien et voilà, le bouche à oreille, parfois par des personnes qu'on ne connaît pas du tout, qui ont apprécié l'application, qui ont utilisé, qui ont dit ça marche bien, c'est fluide, ça fonctionne bien. Et ça, ça nous touche vraiment. Ça nous touche. Et voilà, on encourage juste les autres à rejoindre la plateforme et on va continuer à avancer et à offrir le meilleur qu'il faut. Et je vous remercie vivement pour cette opportunité de s'exprimer, de venir nous revoir après plusieurs années, de ne pas considérer que on a encore des défis, de nous donner cette possibilité. Nous, le message, en plus de ce que mes précédents, mes autres ont dit, c'est d'ajouter que, chers Africains, il n'y a que vous pour faire cette Afrique-là, cette Afrique de l'emploi, cette Afrique de l'innovation. Il faut nous donner notre chance. Chers investisseurs, il y a une possibilité de faire. Facebook, si on était venu vous voir pour les autres réseaux sociaux, pas forcément que vous auriez investi. Alors, croyez en nous. Vous voyez, on a déjà fait notre part du job. Nous n'abandonnons pas. Nous sommes toujours là et nous comptons sur vous pour que nous puissions aller de l'avant. Je vous remercie pour ces moments de partage. Alain Kambi, fondateur de Dicalo, Dr Mamadou Sidibé, fondateur de la plateforme Lenali, et Valère Tchabda, fondateur de la plateforme Ondios. Merci à vous pour ces moments de partage autour de vos différentes initiatives qui se veulent 100% africaines, qui offrent des alternatives à des plateformes dites traditionnelles, des réseaux sociaux, également des services de messagerie. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet entretien avec ces 3 fondateurs africains. Et si vous voulez en savoir plus sur leurs initiatives et sur leurs plateformes, allez visiter leur site web, Dicalo, Ondios et Lenali. Merci et continuez de suivre l'actualité sur VOA Afrique.